Bonjour, excusez-moi, je lance la mécanique. Voilà, non, mais c'est que j'avais pas. Ah oui, ça s'affiche pas en plus. Bien. Donc, Laurent Coudercy, je suis de l'Agence française pour la biodiversité et je m'occupe de données depuis, disons, pas mal d'années. On va pas être désagréable avec moi-même, ça fait plus de 20 ans. On m'a demandé de vous faire un panorama qui ne sera pas très géologique et encore moins quaternaire, encore que le quaternaire se glisse partout. Mais là, pour l'instant, on n'a rien. Ah oui, mais si c'est pas branché, ça va moins bien faire. Voilà, on le voit apparaître. Donc, je vais vous présenter rapidement un panorama très, très succinct et totalement incomplet des problèmes des données. Donc, si je comprends bien, ça va marcher. Voilà. Donc, en fait, je vais commencer par rappeler un point important qui, malgré tout, structure les données, mais aussi toutes les politiques qui se développent autour des données. C'est que la donnée, c'est quand même quelque chose d'important pour les politiques, pour suivre les politiques publiques. Pour la recherche, c'est pas à vous que je l'apprendrai. Et puis pour toutes les actions sur l'environnement, tous ceux qui gèrent essayent d'améliorer l'environnement, essayent de faire qu'il se dégrade moins. C'est quelque chose d'important. Et la donnée reste malgré tout au cœur de tout un ensemble de réflexions, de besoins, de métiers, qu'ils soient très juridiques, politiques ou très scientifiques, recherche, etc. Et derrière, on va avoir des données dans le domaine de l'environnement qui sont assez particulières. Alors, environnement, géologie, géo quelque chose, qui sont assez particulières, certaines sur un temps long. Quand on veut suivre des tendances comme le GIEC, etc., on a besoin de données sur des temps, alors pas géologiques, bien sûr, mais sur des temps un peu longs. Quand on a la chance d'avoir des archives géologiques ou glaciaires, on peut en plus remonter dans le temps, là on n'avait pas de données avant. Mais le GIEC est un gros consommateur de ce type de données, c'est un exemple. Le temps long est important en environnement, en géologie, etc. Et puis on a un autre petit problème, c'est que nos phénomènes, ce que l'on étudie, il a une mauvaise manie, il est transfrontalier. En gros, il ne connaît pas les frontières administratives. Donc là, vous avez à droite les parcours des sternes. Bon, c'est des oiseaux, c'est assez intéressant. Ça se promène un peu partout. Puis à gauche, quelque chose qui peut rappeler quelque chose à ceux qui l'ont vécu. C'est un phénomène un peu particulier. C'est le nuage de Tchernobyl qui s'est bizarrement pas arrêté aux frontières françaises, contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment. Donc les frontières, c'est pas vraiment une limite de fonctionnement de nos données. Et puis le dernier point important, d'une certaine manière, c'est que, et on l'a vu dans les présentations avant, on commence à avoir des données quand même, et on le reverra d'ailleurs je crois après, des données très particulières. Avant on avait des données, je dirais, assez physiques, assez classiques. On commence à avoir de l'ADN, des choses dans ce goût-là qui apparaissent, et des données dont on n'avait pas l'habitude, et on est obligé de s'organiser avec de nouvelles sources de données, de nouveaux types de données. Ce qui peut, on a vu du LIDAR tout à l'heure, voilà, etc. LIDAR, moi j'ai connu les premiers LIDAR en France. Bon, voilà, maintenant c'est banal, c'est courant. Vous les utilisez et c'est bien, c'est fait pour vous aussi. Donc en fait, autour de ça, on a un besoin d'organisation qui se fait jour à tous les niveaux. Et je vais me concentrer sur 3 points, mais on pourrait en mettre d'autres. Il n'y a pas de technologie dans ce que je vais vous présenter, ne vous inquiétez pas trop. Il y a de l'organisation qui se monte autour des acteurs, parce qu'il faut que les acteurs qui produisent la donnée, qui gèrent la donnée, etc., se coordonnent, on préserve la donnée, tout ça c'est une organisation qu'il faut mettre en place. On a besoin pour ça de standardiser la donnée, c'est la suite logique de l'organisation, donc d'être capable de stocker la donnée d'une certaine manière, de manière à ce que d'un pays à l'autre on puisse se comprendre, d'une année à l'autre on puisse se comprendre, sur 10 ans, 20 ans on puisse continuer à se comprendre, etc. Et puis de plus en plus, c'est plus récent, il faut faciliter l'accès à la donnée doit être ouverte, utilisable par pas seulement ceux qui l'ont produit, mais aussi pour les autres. Alors bon, je ne vais pas tout brosser, mais au niveau international, l'organisation autour des données, il y en a plusieurs. Je vous en ai mis 4, mais je pourrais en mettre d'autres. C'est principalement, souvent, quand c'est au niveau international, des domaines où le transfrontalier est naturel. Évidemment, quand on parle de météo ou de marin, il n'y a pas de limite frontalière, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a parfois même pas de pays, au sens propre du terme, donc c'est plus simple. La biodiversité, la géologie sont des domaines, mais on pourrait en mettre d'autres. J'en ai mis que 4. Il y a vraiment des organisations qui se mettent en place et qui réfléchissent à coordonner la production de données, coordonner la circulation de ces données, etc. Au niveau européen, on a des choses qui se montent. Alors, j'en ai pris qu'une, mais on aurait pu en prendre d'autres. J'ai pris l'Agence européenne de l'environnement qui monte une organisation européenne basée sur des organisations nationales, basée sur des thématiques et des acteurs locaux,
donc un système à plusieurs échelons qui permet à l'agence de récupérer les données sur l'environnement des pays, ce qui est intéressant pour elle, mais aussi de les coordonner et de les animer. Puis au niveau français, je vais vous en présenter deux, mais un très rapidement, je suis moins à l'aise avec lui, mais c'est la recherche, c'est le monde de la recherche, qui commence à se structurer en France sur un certain nombre de silos qui se rejoignent en haut, mais qui sont quand même relativement en silos, par thématique. On voit théoriquement, donc on voit, je l'ai perdu, non il est là, la partie géologique, on voit tout ce qui est en vert, c'est plutôt de la biologie, et puis là on a l'atmosphère, l'océan, etc. On a comme ça des organisations autour de producteurs de données et des organisations de stockage de la donnée qui se mettent en place. C'est une vision du monde de la donnée autour de la recherche qui se connecte, mais je ne vous l'ai pas fait, avec l'Europe et l'international, mais qui n'est pas déconnecté du tout, mais qui fonctionne et qui est en train d'être présenté et d'être structuré de plus en plus. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas finies, enfin bon, mais ça avance. L'État lui-même se préoccupe de ça depuis 2014 à peu près. Là, je vous montre un drap de lit qui présente le système d'information de l'État. Génial. Donc, j'ai fait un zoom sur la partie qui m'intéresse, moi, personnellement, le ministère de l'Environnement, et plus particulièrement l'eau et la biodiversité. Donc, vous voyez, à côté, vous avez la justice, l'agriculture, l'enseignement, donc différentes choses. Et derrière cela, en fait, on est en train de monter dans ce domaine eau et biodiversité 3 gros systèmes d'information. Un qui est vieux, qui a déjà 20 ans, qui est le système d'information sur l'eau, que certains connaissent bien ici. Un autre qu'on est en train de structurer, qui commence à prendre forme, c'est le système d'information sur le milieu marin. Et un troisième qui va falloir travailler, c'est le système d'information sur la biodiversité. Donc on est en train d'organiser tous les acteurs, toutes les données, etc. autour de ça, et c'est assez long, c'est assez laborieux. Voilà des exemples d'organisation. L'autre aspect, une fois qu'on commence à organiser, on va tout de suite se poser des questions de standards. Et là, je crois qu'on n'y coupe pas. Il faut que les données soient modélisées, que le monde réel soit décrit et de manière à peu près homogène d'un acteur à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une année à l'autre. Et donc là, je vous cite le Groundwater ML qui essaye au niveau européen, autour de l'OGC, de structurer les données sur l'eau souterraine et sur le souterrain. Donc, qui est assez riche et bien formaté et qui avance bien. On a, vous connaissez certains d'entre vous au moins, la directive Inspire qui, pour l'Europe, est en train d'essayer de structurer des données utiles à l'environnement, mais pas toutes les données environnementales, mais c'est quand même important. Et donc, on a des modèles de données, on a des obligations réglementaires, etc. Donc là, c'est en train de se monter, ça fonctionne progressivement. C'est un peu compliqué. La France, tous les États ont un pré-contentieux là-dessus, mais c'est pas bien grave, on va y arriver. C'est pas dramatique. Et puis, en France, j'ai pris l'exemple que je connais le mieux, c'est l'eau. Dans le domaine de l'eau, on a, donc je vous dis, depuis 1993, une structuration progressive de nos données avec c'est pas un organisme, c'est pas un organisme, mais une structure qui s'appelle le Cendre qui est là pour ça. Et on a essayé on fait évoluer toute une série de modèles de données portant sur tout un tas de champs qui nous sont utiles pour suivre les données sur l'eau en France. Voilà donc un exemple de standardisation. Donc je ne voulais pas montrer de modèle, sauf celui d'Inspire rapidement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire si on ne le fait pas, si on ne fait pas ces efforts, on ne pourra pas dialoguer, on ne pourra pas échanger les données, on va les garder chez soi, ou on pourra les donner, mais les gens ne pourront pas s'en servir. Et l'autre volet de l'organisation qui se met en place, c'est sur l'accès. En fait, clairement, à partir du moment où on se dit j'ai des données, j'ai organisé mes banques, j'ai organisé mes acteurs, on a de la donnée qui est produite, on va avoir rapidement le besoin que cette donnée elle soit échangée entre acteurs, qu'une donnée qui a été fabriquée pour, par exemple, suivre les débits sur la Loire, serve à l'université de Tours pour connaître le fonctionnement des nids de fourmis qui se nichent au bord de la Loire, par exemple. C'est du vécu, j'ai eu des demandes de ce genre à une époque lointaine. Donc ça sert à la recherche, même si ce n'est pas fait pour la recherche, etc. Et puis les mêmes données d'hydrométrie servaient aussi aux kayakistes allemands pour venir se promener chez nous. Il y a quelqu'un qui s'en souvient. Donc c'était assez étonnant, ça servait à des tas de choses. Donc il faut au bout d'un moment que ces données puissent être utilisées par d'autres gens, par que ceux qui l'ont produite. Et c'est un mouvement général qui s'est développé en Europe ou en pan-européen, puisque à Arus, ce n'est pas l'Europe, c'est un peu plus, qui aboutit à une série de directives sur l'accès aux données environnementales, sur la réutilisation
des données publiques et puis la directive Inspire qui vise à ce que les données soient progressivement de plus en plus accessibles à tout le monde. Et la dernière directive, celle-là, de réutilisation des données publiques de 2013, en gros, elle dit aux services publics de l'État et des collectivités locales et autres, ben, vos données, sauf si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, elles doivent être gratuites. Donc c'est un changement important. Alors tous ces textes ont été transposés en droit français, bien sûr, et la dernière transposition va plus loin que la directive européenne. C'est la loi pour la République numérique, qui en gros est en train de dire à tous les services, enfin a écrit et dit à tous les services publics que leurs données, eh ben, elles sont libres de droit, libres d'être réutilisées et gratuitement et sans aucune contrainte. Il reste 3 organismes, 3 établissements publics qui n'y sont pas et dans cette loi et qui sont en train d'être obligés d'y passer progressivement. Donc de toute façon, les 3 derniers résistants, qui sont entre autres la météo et le CHUM et l'IGN, vont glisser progressivement, sont en train de glisser progressivement vers l'open data. Donc on est en train d'ouvrir complètement les stocks des données publiques, y compris, on le verra dans le transparent suivant, la recherche. La recherche est concernée aussi par cette loi. Voilà. Et puis, alors j'ai mis plutôt au niveau européen, mais il y a en effet une loi française qui se balade là. Au niveau européen, la même démarche, au niveau de la recherche et au niveau européen, la même démarche est en train. Et c'est Horizon 2020, que vous connaissez mieux que moi sur le principe, qui vous amène à faire des plans de gestion à chaque fois que vous démarrez une recherche. 6 mois après, vous êtes censé avoir écrit un plan de gestion, avoir dit comment vous alliez rendre ou pas disponibles les données, pourquoi, où vous allez stocker, où vous allez préserver, etc. Et c'est quelque chose d'important puisque ça vous permet de vous projeter, de projeter les données dans l'avenir. Et si vous ne le faites pas, ou si vous n'appliquez pas le plan de gestion pour des raisons parce que vous n'avez pas envie finalement, je pense que l'Europe est capable de vous reprendre une partie des crédits, ce qui n'est pas sympathique du tout, mais ce qui est normal. Et derrière, ils ont développé toute une logique d'open data un peu particulière, le fair data, qui en gros dit les métadonnées sont libres, les données sont libres, etc. etc. On a un autre volet qui, là aussi, s'est ouvert depuis quelques années dans la recherche, que vous connaissez aussi très bien, c'est le HAL, le dépôt de rapports, d'études, de documents de thèse, hein, qui permet d'avoir des documents, des thèses en open source, en open access, je vais y arriver, excusez-moi, qui donc est quelque chose d'important. Les documents, les thèses, les rapports sont de plus en plus publics. Et là encore, la République numérique, la loi sur la République numérique, qui est donc de 2015, dit que pour les données françaises, faites par les chercheurs français et qui sont à 50% financées par des services publics, ces données doivent être libres. Et pour les rapports, ou les études, les thèses, les articles que vous fabriquez, que vous réalisez dans le cadre de ces mêmes études avec 50% de financement, le chercheur peut passer outre, ce qui est important, les conventions passées avec les éditeurs et les rendre libres. Il n'est pas obligé, il fait ce qu'il veut, mais il peut le faire et il peut passer outre les conventions. Donc on a quand même une organisation qui se met en place globalement à différents échelons. Ça peut paraître un peu brouillon parce que d'un pays à l'autre, on n'a pas tout à fait la même chose. D'un domaine à l'autre, d'une thématique à l'autre, on n'a pas tout à fait la même chose, mais la tendance elle est quand même assez lourde à l'organisation. Donc voilà, j'ai à peu près fini. La donnée, le numérique, parce qu'on parle maintenant de numérique plutôt que de données, c'est un patrimoine qui trouve toute sa valeur si il est utilisé y compris par ceux qui l'ont produit. Je pense que ça, c'est l'enseignement qui sous-tend toute cette démarche, toute cette organisation qui se met en place. C'est un leitmotiv pour moi depuis pas mal d'années, là aussi, 95 à peu près. C'est que c'est bien, on produit une donnée, on va l'utiliser parce qu'on en a besoin. Si on la produit, c'est qu'on en a besoin, on ne la produit pas pour le plaisir. Mais d'autres peuvent y trouver un autre usage, et c'est ça qui est important. Bien sûr, il faut bien l'utiliser, il faut être capable de s'en servir intelligemment, mais d'autres peuvent trouver un usage qui n'a rien à voir à faire avec la raison pour laquelle on l'a produite. Ça peut être une donnée de recherche qui sert à du tourisme, ça peut être une donnée opérationnelle qui sert à de la recherche ou du tourisme. C'est pas bien grave, il faut ouvrir les stocks de données. Voilà, je crois que c'est tout. Oui.
compris les données de la recherche, oui. Merci pour ce panorama très complet. J'avais une question assez précise sur le système d'information de l'État et sur ce que vous avez présenté sur la partie qui vous concernait. Il n'y avait rien du tout sur le milieu physique, voilà, ici. Est-ce que c'est parce que ça se trouve ailleurs ou... Parce que sur la question de l'étude de... Alors on nous bassine avec la zone critique là, depuis quelques temps. La zone critique, c'est un endroit où l'eau, le marin, la biodiversité et le milieu physique vont interagir. Et comment est-ce que ça se fait que les choses soient à ce point dissociées ? Oui, c'est une réalité. C'est assez bizarre en plus, cette organisation, puisque si vous regardez bien, vous avez deux milieux et un truc qui n'est pas un milieu, déjà. Donc on fait avec. C'est ce qui est écrit dans la loi. En fait, c'est une loi, c'est la loi biodiversité qui a créé ça, qui a structuré ça comme ça. En fait, ça a une raison de fond, mais qui va vous paraître assez saugrenue. Ça correspond au service de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère. Il faut être très clair, c'est guidé par la politique et pas par la science et par les techniques et les besoins. Donc voilà. Alors en effet, on a des zones critiques, c'est pour ça qu'il y a des flèches, hein. On a des liens et des superpositions même assez fortes sur l'eau et les milieux marins. On a des superpositions, les deux, eau et milieux marins font de la biodiversité, et les deux ont besoin d'avoir une plus ou moins grande connaissance du sous-sol, du sol et du sous-sol. Ne serait-ce que, prendre un exemple que je connais mieux que les autres, l'eau, on a l'eau souterraine, et donc si on n'a pas la géologie, on ne voit rien. Enfin, on est bien d'accord, on est aveugle, c'est pas bon. Le marin, ils ont tout ce qui est les fonds marins qui les intéressent directement. Voilà. Et la biologie, ils ont du patrimoine géologique dedans aussi, dans le paquet. Mais c'est vrai que le quaternaire, c'est ce que je vous disais, le quaternaire, etc., ce n'est pas notre sujet principal et ce n'est pas prévu à ce niveau-là. De mémoire, alors je n'ai pas regardé le document en entier, enfin je ne l'ai pas de mémoire là-dedans, mais je pense qu'on ne trouvera rien, pas grand-chose. Les ressources minières, oui. Merci Laurent. Une autre question, intervention, rapidement, sinon je propose de passer à la suite. Ah oui. Les directives qui viennent de l'État sur le partage des données, c'est une chose, mais c'est surtout aussi voir ce qui peut remonter au niveau des laboratoires. Et il s'avère qu'à l'échelle de plusieurs laboratoires, par exemple sur un observatoire des sciences de l'univers comme nous, on a autour de Marseille et Aix-en-Provence, on a déjà du mal à structurer nos bases de données nous-mêmes à l'échelle locale. Et il y a un certain nombre d'instituts de grande taille qui ont mis en place des services complets de database management, et c'est très peu développé en géosciences en France, où on a des ingénieurs, des groupes d'ingénieurs qui peuvent être dédiés rien qu'à cette fonction de database management. C'est-à-dire ils font du database management toute la journée. Et tout OSU en France devrait être doté de ce genre de service dédié. Oui, je confirme. Moi, j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer une personne qui s'occupe de ça à l'INRA, et ça fait quelques années qu'elle fait ça. Je la connaissais déjà depuis quand elle s'occupait plutôt de documentation, et c'est indispensable. En effet, sinon vous êtes... c'est compliqué, c'est pas votre métier. Au bout d'un moment, c'est plus votre besoin immédiat. Vous avez d'autres préoccupations, d'autres compétences à acquérir et à faire vivre, et c'est pas celle-là. Et ça demande un métier. Moi-même, si vous voulez, mon boulot, c'est ça. C'est face à des gens qui sont d'un métier, la mer ou autre, d'essayer de leur dire, écoutez, il faut structurer votre organisation, vos données. Et c'est parfois un peu compliqué à faire passer comme message, parce que le milieu marin, c'est le milieu marin, et puis les données, c'est autre chose, et c'est pas mon problème. Voilà, par exemple. Parce que je suis en plein dans le milieu marin actuellement.